Bonjour les marins et les petites sirènes. Nous voici de retour au cinéma de Travelling. L'accrochage de l'exposition est enfin terminé et l'on se retrouve pour une soirée spéciale autour du documentaire Les Gardiennes de la planète de Jean-Albert Lièvre, où nous aurons notamment l'occasion d'écouter une conférence passionnante de Renaud Dupuis de la Grand-Rive, qui est le responsable de l'aire marine protégée de la côte agatoise, qui va nous en dire plus sur les cétacés et les mammifères marins qui peuplent notre littoral. Je vous laisse avec quelques extraits de cette passionnante conférence et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt! Donc, comme je l'ai annoncé avant de te présenter d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur l'exposition que vous avez peut-être vue en rentrant dans le cinéma, dans le hall. Une exposition pour la blogueuse Ophélie Camélia qui est quelque part dans la salle. Elle est là. Elle est timide. Qui dirige donc l'aire marine protégée de la côte agatoise. Bien vu, c'est ça. Après le film, donc, toujours là devant tout le monde, tu nous montreras des photos, des vidéos que tu as prises, toi et ton équipe. Il y aura certainement Julie et Marine de ton équipe qui te rejoindra. Oui, j'espère, oui. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur l'aire marine avant, mais vraiment court. D'accord. Avant oui, de lancer le film. En fait, déjà, merci à l'équipe du Travelling, merci Isabelle, merci à toi Nathalie, et à toute l'équipe aussi que j'ai rencontrée. Merci à vous, franchement, ça fait plaisir de voir un cinéma avec une salle pleine, je vous le dis, parce que bon, quand même, par les temps qui courent, c'est un peu compliqué, y compris dans la culture. En fait, voilà, l'aire marine protégée, elle est gérée par la ville d'Agde depuis déjà maintenant une bonne dizaine d'années. Avant, c'était associatif, maintenant, c'est collectivité, et je pense que c'est bien voilà, de faire évoluer les choses. On s'occupe d'un territoire qui fait 6000 hectares, et avec une petite équipe, donc il y a une toute petite partie aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui 9 dans mon équipe, depuis d'ailleurs pas très longtemps, 2 de plus, et on se gère donc ce grand territoire, évidemment un petit peu sous pression quand même, parce que voilà, il y a le Cap d'Agde, un petit peu le Gros d'Agde, mais on est maintenant à la Maison de la Mer, j'en profite pour le dire déjà maintenant, vous pourrez venir nous voir tous les jours quand ça vous arrange, en tout cas pas en ce moment pendant le week-end, mais pendant l'été ça sera différent. Et on fait un travail donc voilà, de suivi scientifique, de pédagogie, d'éducation. Les filles qui sont avec moi vous en parleront, je pense. On travaille sur la gestion, sur la connaissance, et puis on essaie aussi un petit peu de faire rêver. Vous savez peut-être tous, on a une page Facebook assez active dans laquelle on essaie de partager ce qu'on voit, nos problèmes aussi d'ailleurs parfois. On pourra en parler si vous le souhaitez, mais surtout pour vous faire rêver, comme va, je pense, vous faire rêver ce magnifique film avec des images extraordinaires, je pense qu'on peut dire le terme, qui ont été faites par des pros du cinéma, mais vraiment je pense avec cœur, et ça permettra voilà, de voyager aussi au travers des écrans. Merci. Effectivement, ce documentaire est réalisé par Jean-Albert Lièvre, qui est un documentariste et qui, pendant de longues années, a collaboré avec Nicolas Hulot sur les célèbres émissions Ushuaïa. Et ce que vous allez voir là, c'est un rêve d'enfant pour lui, qu'il a mis 20-30 ans à réaliser. Donc on vous laisse avec ce rêve et on se retrouve après le film. Bonne séance. On va commencer du coup par une baleine grise qui a été aperçue du coup. Oui, ça tombe bien parce que c'est vrai que j'avais vu quelques images, mais je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'images de baleines grises. Vous avez vu qu'il y a plusieurs espèces qui ont été citées pour certaines d'entre elles, en tout cas, pas pour toutes d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant, donc je ne sais pas si je vous rappelle plus qu'au début si c'est une carte ou si c'est le film. Non, c'est le parcours. Voilà, donc le parcours, et c'est pour vous indiquer que cette espèce-là, la baleine grise, comme vous l'avez peut-être compris, elle est pas chez nous du tout. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'espèces de baleines, mais Marine vous en parlera tout à l'heure. En fait, la baleine grise, elle vit surtout dans le Pacifique, et notamment du côté des côtes américaines, et en particulier dans un endroit qu'on appelle la mer de Cortez. Et c'est là qu'elle se reproduit, c'est là qu'il y en a le plus. Et puis après, comme vous l'avez compris, c'était bien indiqué dans le film, elle a circulé. Sauf que cette bestiole, au bout d'un moment, elle est passée, s'est un petit peu trompée d'itinéraire, et au lieu de rester là où elle est, dans le Pacifique, elle est remontée le long des côtes canadiennes. Bon là, ça se voit pas, je vous le dis, mais je vous expliquerai après pourquoi sur la carte. Mais elle est remontée donc le long des côtes canadiennes, elle est passée le passage du Grand Nord,
Et en fait, elle atterrit dans l'océan Atlantique. Elle est redescendue elle est descendue tout l'océan Atlantique. Et quand elle est arrivée au détroit de Gibraltar, elle s'est fait un petit peu happer par les courants qui l'ont fait rentrer en Méditerranée. Donc c'est ce qu'on voit là dans l'arrivée par le détroit de Gibraltar. Et elle a été aperçue donc au large du Maroc en mars. Et puis, c'était en quelle année déjà ça? C'était il y a 2 ans, non, je crois. Donc au large du Maroc. Et puis les premières observations qui ont été faites de manière très proche de la côte, c'était sur Naples, donc il y a le 15 avril. Vous voyez qu'après, elle a fait tout un parcours. Et elle est arrivée donc sur Frontignan le 4 mai. Et donc nous, on a été alertés, puisque bon, on fait partie de réseaux d'observateurs marins, en tout cas embarqués, et on est allé donc avec notre bateau à sa rencontre, puisqu'elle était extrêmement proche des côtes, et qu'elle a donc longé, comme vous pouvez le voir, tout ce parcours. Et malheureusement, donc, elle est redescendue, je ne sais pas si c'est la carte suivante, il me semble que c'est une carte plus après. Voilà. Donc en fait, on voit qu'elle redescend, et à partir du moment où elle a longé toute la côte, donc elle est passée de nuit chez nous, Cap d'Agde. Nous, on a pu la voir juste à 7 avant que la nuit tombe. Pour information, elle était tellement côtière et tellement fatiguée, vous allez voir la vidéo, ça se voit assez facilement, que bon voilà, elle avait tendance à se perdre un petit peu et à rentrer dans les ports. Alors autant vous dire que quand on l'a vu arriver près du port de Sète, rentrer dans un port avec tous les bateaux, enfin les gros bateaux et tout, ça a été, je crois que le port a bien paniqué, et il a fallu faire en sorte donc de l'empêcher de rentrer. Donc voilà, c'était un petit peu violent, mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc elle est redescendue, elle a longé toute la côte, elle a été très embêtée, on parlera peut-être de ça rapidement, mais bon, du dérangement, hein. Donc elle a été, je dirais carrément chassée par les touristes sur la côte pour la voir hein, de près, parce qu'elle était visible. Et une fois qu'elle est arrivée, donc après le 8 mai, elle est redescendue sur le côté, ce qu'on voit en bas, ce sont les Baléares. Et en fait, quand on est dans le sud des Baléares, il y a un courant qui remonte. Donc elle n'a pas pu ressortir par le détroit de Gibraltar, donc elle s'est fait redrosser, on va dire, dans l'intérieur de la Méditerranée, et on a perdu sa trace au mois de mai, vers la fin du mois de mai, sur Minorque, aux Baléares. Bon, une espèce qui a dû... Donc en fait, on fait ce travail assez souvent. On va dire, là, on est en train de viser 1 à 2 fois par semaine. On couple nos informations avec d'autres observateurs, notamment, comme je disais tout à l'heure, avec Terre Marine et avec les bateaux à Gatois, voire avec des plaisanciers, hein, puisque par l'intermédiaire de l'application ALP-AG, qui est une application gratuite, je le dis, qui donne plein d'informations, qui permet de donner aussi des informations et de nous les restituer. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, bon, deuxième chose aussi, qui est liée aussi à l'observation, qui est quand même un travail, je dirais, très précis. Hein. Ça se fait par des logiciels spéciaux hein, qui s'appellent Ops en mer Expert, qui nous permettent d'avoir la route, d'avoir les points. C'est une observation, c'est pas uniquement de se balader sur le bateau et de regarder ce qui se passe, hein, c'est évidemment d'avoir une restitution la plus scientifique possible. Et dans ce domaine-là, pour compléter donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on a mis en place depuis peu de temps, depuis 2 ans, des capteurs en mer, donc les hydrophones, c'est je dirais classique sur les bateaux où on peut mettre donc un hydrophone dans l'eau et essayer d'écouter, ce qui marche très bien d'ailleurs hein, quand la mer est assez calme. Et là nous donc la démarche qu'on a faite c'est d'aller beaucoup plus loin, donc on a installé des capteurs fixes, donc c'est des capteurs sur des trépieds qui sont hauts comme ça, donc avec des systèmes vraiment très performants. On en a 2 et on va en avoir 4 à partir de cette année, voire 5 pour en garder un de côté. Et pour avoir une réunion pas plus tard qu'on vous dit tout ce matin, avec des spécialistes donc, qui analysent ces bandes sonores dont on a parlé dans le film, là, ça donne des informations extraordinaires. Et pas seulement d'ailleurs, je lis le passage sur les dauphins ou les cétacés, c'est-à-dire qu'on écoute, vous ne allez pas me croire quand je vous le dis, mais on écoute les crevettes, hein, c'est-à-dire des petites bestioles comme ça. On peut avoir donc aujourd'hui avec les techniques de son qu'on a, on peut écouter le mérou, on peut écouter le corbe, on peut écouter la langouste, on peut écouter voilà, des petites crevettes et bien évidemment les grosses bestioles comme les dauphins. Et ça donne évidemment, ça c'est des informations qui sont recoupées avec d'autres campagnes qui sont menées par des collègues qui ont des associations sur un champ plus large, hein, sur le golfe du Lion ou la Méditerranée. On recoupe tout ça entre collègues, hein, dans la communauté des aires marines protégées ou des scientifiques, et c'est comme ça qu'on arrive à mieux connaître, on va dire, les populations qui fréquentent notre golfe du Lion.
Alors nous, on est dans un statut particulier qui s'appelle un statut Natura 2000, donc c'est vrai que, ça tombe bien, c'est une bonne question d'ailleurs, ça fait partie du jeu. Le grand dauphin fait partie des espèces donc, protégées en France, tous les cétacés sont protégés en France déjà, et une bonne partie quand même en Europe aussi, pas partout. Et c'est également donc, le grand dauphin une espèce prioritaire au niveau européen, donc, ce qui veut dire qu'on est un peu obligé quelque part de travailler dessus. Alors nous, comme de l'autre côté, hein, en Atlantique et ailleurs, hein, vous connaissez, je pense, les problèmes actuels avec la pêche, avec beaucoup de prises accidentelles, mais bon, voilà. Nous, on a un peu moins ce problème-là. La protection, donc, nous, qui est mise en place, elle est essentiellement, en tout cas pour l'instant, liée à une gestion des activités. Autour de Brescou, puisque tout le monde connaît l'île de Brescou, peut-être, ben voilà, il y a une zone où on peut mouiller, par exemple, avec son bateau, en faisant les choses tranquillement. Par contre, les règles sur l'approche des dauphins, elle est nationale. Aujourd'hui, pour être très précis, hein, quand on ne peut plus approcher des cétacés à moins de 100 mètres. C'est dans une aire marine protégée, c'est interdit. Hein, c'est pas du tout dire on va pas le faire, hein, c'est interdit. Voilà, pardon. Ouais, oui, alors, partout en France. Aujourd'hui, il y a une loi aussi qui est passée il n'y a pas longtemps, parce que toujours pareil, c'est toujours quand il y a des dérives qu'on commence à réfléchir sur la réglementation, c'est comme ça. On ne peut plus nager aussi avec des dauphins dans une aire marine protégée. Voilà, récemment, il y a eu des problèmes, surtout du côté Provence-Côte d'Azur. On a un peu moins ces problèmes-ci de notre côté, mais ça fait partie du lot. Après, bon, nous, en tout cas, on essaie de gérer les choses au mieux avec je dirais, le fait qu'on est en zone touristique. Donc, on fait beaucoup de travail, enfin, Marine pour en parler, Julie, auprès des loueurs de bateaux, auprès des loueurs de jet ski. Bon, voilà, ce sont des soucis qu'on a. Hein. Avec la pêche professionnelle, notamment le chalutage, on n'est pas un endroit où il y a énormément de prises accidentelles. Honnêtement, je vous le dis, ce sont des données techniques et scientifiques. C'est même très souvent là qu'on peut les observer en train de chasser au cul des chaluts, comme on dit. Hein, ils sont pas fous, les dauphins, ils savent où il y a du poisson. Bon, voilà, il n'y a pas de problème majeur, on va dire, pour l'instant. Après, il peut y avoir d'autres problèmes qui sont liés au trafic maritime. Pour vous donner un exemple, qui n'est pas du tout d'ici, mais dans le Pacifique, côté côte canadienne et américaine, on s'est aperçu qu'il y avait une recrudescence, il y a 2 à 3 fois plus de mammifères, de grosses baleines échouées, notamment baleines grises et autres. Et une des raisons, donc il y a eu des analyses scientifiques qui ont été faites, et une des raisons qui a été détectée, elle est liée à quelque chose qui aujourd'hui, quelque chose entre en plein développement dans notre économie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de trafic, donc avec des bateaux, et du trafic pour des bateaux à cause du commerce en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des relations qui sont faites de manière tout à fait scientifique et établie, que plus on a de commerce en ligne, plus on a besoin d'avoir des transports par trafic, et plus on a de risques de collision avec des bateaux. Voilà, ce qui est quand même le cas du côté PACA, un petit peu moins de notre côté, même si c'est moins connu, parce que bon, voilà, il faut l'étudier aussi, en tout cas dans la partie entre Corse, Sardaigne, et dans ce sanctuaire qu'on appelle le sanctuaire Pélagos, il y a des études très précises qui effectivement montrent que voilà, l'une des causes majeures de collisions, c'est des collisions avec les cétacés. Et là, bon, il y a des réglementations sur cette partie-là, avec d'ailleurs des réflexions pour que ça soit étendu sur le golfe du Lion, notamment du fait que voilà, on est un endroit où il y a quand même beaucoup de grands dauphins par rapport même à certains endroits en PACA, en Provence-Côte d'Azur, voire même en Corse. L'anecdote là que j'ai piquée dans l'actualité récente, notamment concernant le transport maritime, il est dit que 23,5 milliards d'euros, c'est l'entreprise française CMA-CGM, que tu connais peut-être, spécialisée dans le transport maritime, a réalisé en 2022 le plus gros bénéfice de l'histoire d'une entreprise en France. La raison de cette rentabilité record, mais sûrement éphémère, à voir. La brutale reprise des échanges économiques post-Covid a fait fortement augmenter les prix du transport maritime. Donc ça montre à quel point le transport maritime est quelque chose d'ultra... Complètement. Après, à notre petit niveau, entre guillemets, localement, nous, le principal problème qu'on y voit, c'est plus, on peut dire, un problème de dérangement, problème de son, problème de son aussi, d'acoustique. Encore que, faites très prudent là-dessus, même si le film insiste pas mal là-dessus, mais c'est en cours quand même d'analyse. C'est un peu plus complexe qu'on nous croit. Par exemple, pour un jet ski, on pourrait croire que ça fait beaucoup de bruit. Alors c'est très embêtant. Moi, le premier, j'aime pas ça à la côte. En sous-marin, ça fait moins de bruit qu'un bateau en moteur.
Donc ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Voilà, toutes les mesures montrent que donc il faut faire attention après à la manière dont on aborde les choses. Il n'empêche que, bien évidemment, que plus il y a de bateaux, plus il y a de trafic, et plus il y a de perturbations potentielles sur les groupes, notamment dans les aspects socialisation, sur les trajets, parce que nous, passent surtout, mais on pense que par rapport au fait qu'il y a quand même de la nourriture, on est quand même un endroit qui est riche, le golfe du Lion, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi. Il pourrait y avoir un petit peu plus de groupes de socialisation qui se feraient si il y avait moins de perturbations. Et d'ailleurs, le groupe principal, il y a 20 ans ou 30 ans, pour ceux qui sont dans la salle et qui connaissaient le secteur, même si on a des traces d'observation, bien évidemment, de dauphins sur la côte agatoise, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, il y en avait moins. Il y en avait moins, clairement. Et très vraisemblablement que le groupe qui existait déjà dans le sud du golfe du Lion, parce qu'il a grandi, parce que chacun cherchait son territoire dans les nouveau-nés et autres, s'est scindé, et une petite partie a commencé à essayer de partir vers notamment la Camargue. D'ailleurs, nous, on fait partie, au niveau du Cap d'Agde, surtout un petit peu plus du large, mais même s'il y en a des observations dans la bande des 3000 nautiques chez nous, c'est le but du jeu des observations que nous faisons, on est sur un endroit quand même qui est plutôt dans une forte probabilité d'observation de dauphins, de la même manière qu'on en a au large de la Camargue. Plus que sur la partie côte vermeille, par exemple. Alors, il faut aller vraiment au large pour avoir des espèces qui sont plus du large, comme le dauphin bleu et blanc, qui vont aller chasser dans les grands fonds, ou aller voir du rorqual. D'ailleurs, ça me fait penser aussi un petit peu à la rencontre que j'ai eue avec cette baleine grise. Vous l'avez vu, elle était toute maigre. Je fais un aparté sur la partie un petit peu technique que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé avec des scientifiques américains à distance, c'est-à-dire qu'on leur envoyait les photos qu'on avait faites, on avait mis du drone, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais on a fait des photos en drone, on leur envoyait ces photos, et eux, avec des logiciels spécialisés, ils arrivaient à déterminer quel était le taux de graisse qui restait à cette baleine, et quel était quelque part le taux de survie. Bon. On a eu la réponse assez vite, de toute façon on avait bien compris quand on l'avait vu, ça se voit, pour avoir un peu l'habitude, c'est quand on voit la baleine, on voit bien qu'il n'y a plus que la colonne vertébrale et qu'elle est très très maigre, donc on savait très bien qu'elle n'allait pas spécialement vivre. Mais c'est pour montrer qu'aussi on peut travailler finalement avec des conditions, je dirais, scientifiques. Oui, en fait on est au Cap d'Agde, on est sur la partie vieux port, c'est le vieux port du Cap d'Agde, je vais me faire engueuler par les Agatois, les Cap Agatois. En fait, franchement, si vous ne la connaissez pas, venez la voir. Mais la maison de la mer est ouverte tous les jours. Bon, pas le week-end en ce moment pour l'instant. On est encore un petit peu juste au niveau accueil. Mais c'est gratuit. Je le dis aussi. Il y a pas mal d'informations, de documents pédagogiques. Le 24 juin, réservez votre week-end, puisqu'elles vont oublier, les filles. La Maison de la Mer organise un super week-end avec toutes les associations locales, justement pour parler de la mer et de la nécessité de la préserver. Notez sur vos agendas. Merci. Avec une conférence d'ailleurs sur les cétacés, en passant. C'est pas Mitch. Voilà.